Bienvenue sur Cardio Online. Je suis Serge Kovnator. L'ESC a été marqué par de nombreuses études, mais notamment par EmPRO-Reduce. EmPRO-Reduce, l'utilité, le bénéfice d'un inhibiteur de SGLT2 chez des patients diabétiques ou non diabétiques dans l'insuffisance cardiaque. Pour en parler, j'ai le plaisir de discuter ce matin avec le professeur Richard Isnard, cardiologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Richard, vous avez été un des investigateurs de cette étude. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la vie de cette étude, sur les inclusions, sur le type de patients que vous avez pu inclure? Nous, on a surtout inclus des patients ambulatoires et stables, donc des patients globalement en stade 2 et 3 de la NYHA, avec bien sûr une fraction d'éjection inférieure à 40%. Et globalement, c'est réellement un traitement qui a été relativement bien toléré au cours de cette étude. Et ce qui est important de souligner, c'est que effectivement, ce traitement était donné en plus du traitement conventionnel, du traitement optimal. C'était donc des patients qui avaient IECRA2, voire sacubitril/valsartan, Exactement. puisqu'ils avaient une fraction d'éjection qui permettait de le faire. Est-ce qu'on a observé des résultats sur le niveau des peptides natriurétiques avec ce traitement? Alors, bon, évidemment, au niveau monocentrique, c'est difficile de dire, puisqu'on est en aveugle et on peut difficilement dire qui recevait le traitement actif et qui recevait le placebo. Ce que je peux simplement dire, c'est que sur les chiffres globaux de l'étude, il y a une baisse, effectivement, du taux de BNP, qui est peut-être moins significative que celle, un petit peu moins en amplitude que celle qui avait été observée dans DAPA-HF. Mais globalement, il faut aussi noter que c'est des patients qui partaient de taux de NT-proBNP qui étaient plutôt plus élevés, puisqu'en moyenne ou en médiane, c'était autour de 1900, alors que dans DAPA-HF, on était plutôt à 1400 et 500 de différence, ça fait quand même une différence dans la sévérité. Oui, j'aimerais qu'on revienne sur l'interaction avec sacubitril/valsartan, parce qu'aujourd'hui, chez ces patients, ça reste quand même un élément majeur. Alors ça, c'est un deuxième point qui est extrêmement important aussi, puisque finalement l'étude étant un tout petit peu plus tardive par rapport à celle de DAPA-HF, on a eu un taux de pénétration, si j'ose dire, du sacubitril/valsartan qui était plus important que dans l'étude de DAPA-HF si on compare ces deux études. Donc globalement, les résultats sont les mêmes, c'est ça qui est important. Et donc là, le taux de patients qui recevaient le sacubitril/valsartan, justement, était le double, 20% au lieu de 10%. Et donc, c'est un élément aussi important parce que réellement, on a l'impression qu'en plus du traitement conventionnel, on va dire moderne, eh bien, on a un effet supplémentaire de cette classe médicamenteuse et en l'occurrence là de l'empagliflozine. Point de vue de tolérance, les patients que vous avez inclus ont eu des problèmes, n'ont pas eu de problème? Nous, spécifiquement, on n'a pas eu de problème. C'est vrai que je pense que l'effet secondaire qui ressort le plus souvent, là, c'est un effet secondaire qui est en rapport avec des infections génitales. Mais on va dire clairement que c'est un traitement qui est bien toléré, tant sur le plan tensionnel que sur le plan, évidemment, de la fonction rénale, puisqu'on a même finalement plutôt une amélioration de la fonction rénale. Et c'est évidemment deux points qu'on regarde attentivement quand on utilise des nouveaux traitements pour l'insuffisance cardiaque. Ah, c'est sûr que cet effet sur l'insuffisance rénale, c'est majeur. Alors, en plus, je crois, les patients, les critères d'inclusion permettaient d'inclure des patients avec un DFG plus bas Un peu que plus ce bas que qui est. dans DAPA, il fallait être supérieur à 20, alors que dans DAPA, c'était supérieur à 30. Et de ce fait-là, il y avait une petite différence également sur le taux moyen de DFG, enfin pas significatif, mais dans le sens d'un peu plus de gravité dans PROA. On a réglé le problème des amputations qui avaient été observées avec la canagliflozine, mais qui Oui, ont pu être. ce signal-là n'est plus retrouvé, mais encore une fois, à ce moment-là, on était sur des populations diabétiques. De toute façon, ça n'a pas été réellement retrouvé dans les autres études. Et là, clairement, je pense que
c'est un effet secondaire évidemment potentiellement grave qu'on peut vraiment, certes surveiller, mais qui est extrêmement rare. Toujours au chapitre des intolérances, vous avez observé des hypoglycémies? C'est des questions que les cardiologues vont se poser. Non, parce qu'en fait, finalement, ce médicament, au départ fait pour les patients diabétiques, on voit qu'il dépasse largement le cadre des patients diabétiques, même s'il a un profil de baisse sur l'hémoglobine glyquée, finalement, chez des patients qui sont normoglycémiques, ça a vraiment très peu d'impact sur la glycémie. Donc il y a vraiment pas de souci à avoir de ce côté-là. En termes d'imagerie, vous avez pu suivre les patients. Alors c'est sûr, monocentrique, c'est difficile de tirer des conclusions, mais Oui. est-ce qu'à l'écho, on observe une amélioration? Alors, là, honnêtement, je ne peux pas répondre à cette question. D'abord, évidemment pas en termes d'expérience clinique personnelle et je pense même pas qu'on ait vraiment les données sur l'impact, sur le remodelage de cette nouvelle classe médicamenteuse, qui comporte encore beaucoup de mystères, hein, parce on a réellement une classe qui a un impact considérable sur le pronostic et les événements dans différents types de populations maintenant et on le sait et sans qu'on sache encore bien, tous les mécanismes d'action, même s'il y a beaucoup de pistes et d'hypothèses qui sont avancées et c'est aussi ça qui fait un peu le côté un peu mystérieux de cette classe médicamenteuse. Ouais, elle vient indiscutablement élargir notre arsenal thérapeutique. Ah, ça c'est indiscutable. Je crois clairement, il va falloir maintenant compter avec cette classe médicamenteuse et qu'on aura la quadrithérapie de l'insuffisance cardiaque avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les bêta-bloquants, les inhibiteurs des récepteurs des minéralocorticoïdes et cette classe médicamenteuse incontestablement, compte tenu de l'effet observé et compte tenu de la répétition, c'est-à-dire de la solidité des données qu'on a maintenant, je crois clairement que ça va être vraiment la classe et on attend évidemment avec impatience les autorisations et la possibilité de le prescrire chez ces patients insuffisants cardiaques. On espère que cette fois, en France, ça ne tardera pas trop. Comme ça, on pourra inventer un nouvel acronyme pour le traitement de l'insuffisance cardiaque. En tous les cas, c'est une perspective qui est particulièrement intéressante et on C'est attend très tous. réjouissant effectivement parce que ça fait des perspectives intéressantes évidemment pour les patients et je crois qu'on est en train de reculer encore un petit peu la limite. On croyait peut-être avoir atteint le maximum, mais on voit qu'on peut encore reculer la barre et encore améliorer le pronostic et ça c'est très encourageant bien sûr. Et en termes de conclusion et en termes d'espoir aussi, si on peut étendre ces bons résultats à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, alors là, Là, ça serait, on va dire que ça serait la statine de l'insuffisance cardiaque un petit peu, hein, c'est-à-dire c'est ce qui marche un peu sur tout. Et évidemment, bah, je crois il faut peut-être y croire, il y a un vrai espoir, d'autant que c'est des profils de patients insuffisants rénal, diabétiques, et cetera, pour lequel ce médicament déjà sera intéressant par ce biais-là. Et on peut peut-être avoir vraiment un réel espoir que ça va enfin changer la donne dans cette pathologie de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Mais là, c'est les études en cours et les résultats qu'on attend évidemment avec maintenant grande impatience. rendez-vous l'année prochaine. Exactement. Merci Richard. À bientôt. Merci beaucoup Serge, merci beaucoup.